Alors Julie envisage un master de recherche en littérature anglaise, bravo Julie, dans le but de passer le CAPES et l'agrégation afin de devenir professeur d'anglais. Quel beau projet! Et elle va nous parler d'un sujet, expliquer l'univers tout en le laissant inexpliqué, l'auteur détective dans Cité de Verre. Messieurs les membres du jury, Madame la directrice du département de lettres, cher public, c'est avec un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui sur ce thème passionnant qu'est la recherche de la vérité, ou autrement dit, la tentative d'expliquer le monde. Dans son essai « La solitude du labyrinthe », publié en 1997, Paul Auster affirme, je cite, « Les nations et les hommes ont besoin de mythes et de mensonges pour se construire. Ce qui ne veut pas dire que les livres soient des mensonges, même si, par définition, une fiction est toujours un mensonge. C'est un mensonge qui touche à la vérité. » Fin de citation. Paul Auster nous invite à reconsidérer l'idée selon laquelle la fiction est un mensonge, et il est rejoint par Janet Winterson. Elle explique dans son roman « Oranges are not Johnny Fruit », publié en 1985, que les histoires sont, je cite, une manière d'expliquer l'univers tout en le laissant inexpliqué. Elles ne sont alors qu'une tentative subjective de donner un sens au monde et de s'approcher de la vérité. Cette idée est justement un thème phare des œuvres de Paul Auster, qui dans nombre de ses livres présentent des personnages en quête de vérité. Or, qu'est-ce que la vérité ? Nous avons déjà entendu plusieurs définitions de la vérité, mais je vous propose de vous lire la définition selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales. La vérité est, je cite, une connaissance reconnue comme juste, comme conforme à son objet, et possédant à ce titre une valeur absolue, ultime. Mais pouvons-nous atteindre la vérité absolue ? C'est là toute la question que se pose Paul Auster, et ce, particulièrement dans son œuvre City of Glass, Cité de verre dans sa traduction française, qui fera l'objet de notre étude. Ce court roman fait partie de la trilogie new-yorkaise, publiée en 1985. Cité de verre nous présente un univers flou, dans lequel la fiction et la réalité s'entremêlent, et dans lequel la recherche de la vérité prend tout son sens. En effet, pour introduire brièvement l'intrigue, le personnage principal, prénommé Quinn, est un auteur de fiction policière. Lorsqu'il reçoit un appel destiné au détective Paul Auster, qui est donc ici un personnage, il décide de devenir Paul Auster le détective et endosse la mission de ce dernier, c'est-à-dire suivre un certain Monsieur Stillman à sa sortie de prison, puisqu'il représente une menace pour son fils, Peter Stillman. Alors que l'auteur devient un détective, nous pouvons déceler une curieuse similitude entre les deux rôles. Et si auteur et détective étaient plus proches qu'on ne le pensait ? Ainsi, nous pouvons nous demander dans quelle mesure Paul Auster démontre dans Cité de verre que l'auteur est un détective en quête de vérité. Afin de répondre à cette question, nous allons étudier les rôles d'auteur et de détective, avant de nous interroger sur la complexité de la vérité. Et pour finir, nous nous pencherons sur le rôle du lecteur en tant que détective. Pour commencer, ce qui fait l'intérêt premier de ce livre, c'est l'interchangeabilité des personnages. Le personnage principal, Daniel Quinn, qui est donc un auteur de fiction policière, endosse le rôle de Paul Auster, le détective. Cependant, alors que nous pensions que Paul Auster était un détective, nous apprenons bien plus tard qu'il ne l'est pas plus que Quinn. Lui aussi est un auteur, et pas n'importe lequel. Un auteur écrivant son prochain essai, qui s'avère également être une enquête. Cette mise en abîme de l'auteur qui devient un détective ou du détective qui devient un auteur est une manière pour Paul Auster de démontrer comment le rôle de l'écrivain et celui du détective sont tout simplement interchangeables. Paul Auster écrit dans Cité de verre, je cite, « Le détective est celui qui regarde, qui écoute,
qui se déplacent dans ce bourbier de choses et d'événements à l'affût de la pensée, de l'idée qui leur donnera une unité et un sens. En fait, l'écrivain et le détective sont interchangeables. Le lecteur voit le monde à travers les yeux de l'enquêteur. Fin de citation. Et pour cause, le détective met en ordre les indices qu'il possède afin de résoudre une enquête, et l'auteur, quant à lui, met en ordre ses pensées afin de créer son récit. Tous les deux tendent vers une quête de sens, vers la résolution d'un mystère. Cependant, les rôles ne sont pas seulement interchangeables, ils sont également des miroirs. Dans la version originale, City of Glass, glace ne veut pas seulement dire verre, cela veut également dire miroir. Ainsi, nous perdons une subtilité dans la traduction du titre, car le personnage de Paul Auster est en réalité un miroir de Queen. Tous deux sont détectives malgré eux. Queen avoue même, lorsqu'il le rencontre, avoir l'impression que Paul Auster, le personnage, est un reflet de lui-même, ou plutôt de qui il aurait pu être. Si les rôles du détective et de l'écrivain sont interchangeables et même miroirs, cela prouve bien qu'il y a un désir de rechercher la vérité à travers la fiction. De plus, le titre « Cité de verre » renvoie justement à cette idée de transparence, comme si le livre nous éclairait sur la recherche de la vérité. En outre, cet ouvrage ne souligne pas seulement la recherche de la vérité. Sa structure met en exergue la complexité de la vérité elle-même, ce qui nous amène à notre deuxième partie. Tout l'intérêt de ce livre réside dans l'idée selon laquelle Paul Auster n'est pas seulement un personnage du livre, il en est également l'auteur. Nous pouvons faire le lien avec le concept du miroir mentionné précédemment. Paul Auster crée ici son double en personnage. Le personnage de Paul Auster ressemble à Paul Auster, l'auteur. Il vit à New York, il a été poète, et il a un fils prénommé Daniel. Ainsi, en se mettant en scène, Paul Auster brouille les pistes de la fiction et de la réalité, en montrant qu'il appartient simultanément à ces deux mondes. Cependant, Paul Auster n'est pas le seul à se retrouver projeté dans les œuvres qu'il écrit. C'est également le cas de Queen. En endossant le rôle du détective, il devient Max Work, le personnage principal de ses romans. Avant même d'endosser le rôle du détective, Queen disait plus s'identifier à Max Work, le détective, qu'à Queen, l'auteur. C'est ainsi que nous assistons à une confusion identitaire. Queen écrit sous le pseudonyme de William Wilson, se personnifie sous le nom de Max Work, le détective de ses romans, mais il devient également Paul Auster, le détective. Queen semble alors se perdre entre ses identités fictives, et cela complexifie considérablement la vérité. Cependant, ce n'est pas la seule complexification. En effet, Paul Auster démontre que, contrairement à la définition initiale de la vérité, il n'existe pas une seule et unique vérité absolue. Queen recherche la vérité à propos de Stillman, mais aussi et surtout à propos de lui-même, comme le montrent les différentes identités. Paul Auster, l'auteur, cherche également à explorer ses identités, comme nous pouvons le voir avec le concept de miroir. Et nous, lecteurs, essayons de comprendre son œuvre et tous les mystères qu'elle recèle. Ainsi, les vérités sont multiples. La notion de vérité a autant d'interprétations qu'il y a de personnages dans cette œuvre. C'est ainsi que Paul Auster souligne l'idée selon laquelle la vérité est un concept inatteignable. En effet, une question subsiste. Quel est le but de l'enquête de Queen ? Sa quête de la vérité à propos de Stillman masque une recherche plus importante. Lorsqu'il est à la gare, deux hommes identiques au portrait de Stillman se présentent. Il choisit d'en suivre un, mais il ne saura jamais s'il a choisi le véritable Stillman. De plus, à force de suivre Stillman afin de le comprendre au point de pouvoir déjouer ses plans, Queen se perd. Non seulement il se perd lui-même, mais il perd également Stillman, qui lui échappe. En devenant le détective de ses fictions, détective qu'il n'est pas, et à trop vouloir chercher le sens, il perd Stillman et il s'éloigne de la vérité. Il affirme même à la fin du livre ne plus rien savoir. C'est ainsi que l'avance Bettina Frank Simonson. Je cite « Le conflit n'est plus entre le détective et un criminel hostile ou un mystère, mais entre la tentative du détective de créer une narration cohérente
et une réalité dans laquelle une telle tentative est absurde. Comment pourrions-nous atteindre la vérité absolue ? C'est en cela que la quête de la vérité dans Cité de Verre est absurde. Ce que Paul Auster a créé, ce n'est pas une fiction détective commune. C'est une fiction détective métaphysique. Ainsi, comment Quinn peut-il atteindre la vérité si ce qu'il recherche le dépasse complètement ? Mais alors, si Quinn n'atteint pas la vérité, pouvons-nous vraiment parler d'une fiction détective ? Une fiction détective n'est-elle pas justement définie par la résolution d'un mystère ? Il semblerait que Cité de Verre ne soit ni plus ni moins que ce que l'on appelle une fiction anti-détective. Et pour cause. Quinn disparaît, tout comme les personnages qu'il poursuivait. Il s'agit d'une métaphore de la quête vaine de la vérité. Plus l'on essaie de s'en approcher, plus elle disparaît, tel un mirage. Paul Auster démontre que la fiction n'aide pas l'auteur à déceler des vérités dites universelles. Mais alors dans ce cas, pouvons-nous toujours parler d'auteur détective ? Ce questionnement nous amène à notre dernière partie, le lecteur détective. Et pour cause, Paul Auster rejette l'appellation d'auteur détective qui lui a souvent été donnée par la presse. En 1991, dans une interview avec Cinda Gregory, il affirme ne pas se considérer comme tel, car ce n'est pas la fiction détective qui influence son écriture. Il explique que ce sont les contes qui l'inspirent, car il s'agit de récits dans lesquels les lecteurs racontent eux-mêmes l'histoire en l'interprétant. Et c'est là tout l'intérêt de la recherche de la vérité dans la fiction. L'auteur n'est pas le seul détective, le lecteur l'est également. C'est pour cela que l'histoire est inachevée, nous laissant frustrés avec de nombreuses questions en tête. Qu'est devenu Quinn ? Qui est ce narrateur ? Quel message l'auteur veut-il nous faire passer ? Cette frustration est le moteur de la recherche de la vérité. Ici, le lecteur doit interpréter la fin par lui-même. C'est ainsi que le soulignent Moghebi, Fagori et Zodi. Je cite : « Le lecteur doit comprendre le sens du texte par lui-même. Les règles et les conventions sont détruites. Par conséquent, la réalité devient un concept suspect qui ne peut être compris. » Fin de citation. Paul Auster crée un récit tellement complexe que le lecteur n'a pas d'autre choix que celui de s'investir dans l'histoire pour en trouver son interprétation de la vérité. En effet, il est purement impossible de comprendre l'œuvre de Paul Auster sans faire un travail de détective par la suite, tant elle regorge de subtilité. Ainsi, cette œuvre crée un espace liminal dans lequel fiction et réalité s'entremêlent et dans lequel l'auteur intègre le lecteur en le laissant devenir acteur du livre, voire auteur. En effet, Cité de Verre est un ouvrage narré à la 3e personne du singulier, avec une focalisation externe par un homme inconnu. La seule information que nous avons, c'est que le narrateur nous conte l'histoire à partir du carnet appartenant à Quinn qu'on lui a confié. Cela ajoute un nouveau prisme, complexifiant la vérité. Le point de vue subjectif de Quinn est retranscrit par quelqu'un d'étranger à l'histoire. Même s'il essaie de la retranscrire avec la plus grande objectivité, il ne saura jamais la vérité. Un narrateur peu fiable et l'usage de la métafiction et de l'intertextualité sont des caractéristiques des œuvres dites postmodernistes qui ont pour vocation de faire réfléchir le lecteur sur la fiabilité de la création littéraire. Cela nous rappelle que l'œuvre que nous consommons n'est que le fruit d'une invention, à laquelle nous choisissons ou non de croire. Nous devons déceler le vrai du faux, parfois non sans peine. Tout comme Quinn est persuadé que les trajets de Stillman dans New York représentent des lettres, et donc des messages codés, nous sommes aussi à la recherche de messages entre les lignes, interprétant, tel un détective, chaque détail d'une œuvre en quête de vérité. Cependant, une part de la quête de la vérité, consiste à accepter l'ombre, l'ambiguïté et l'incertitude. Alors en mettant en avant la complexité de la vérité et en intégrant le lecteur dans son livre, Paul Auster nous invite à réfléchir sur la nature de la vérité, et en cela même, il s'en approche probablement plus que n'importe quelle autre fiction. Pour en revenir au titre de cette communication,
La fiction est une manière d'expliquer l'univers tout en le laissant inexpliqué, car elle ne permet pas d'atteindre la vérité, mais elle tente de l'expliquer. En conclusion, nous pourrions dire que la seule vérité qui semble ressortir de l'ouvrage de Paul Auster est la complexité de la vérité elle-même. En effet, Cité de Vers n'est ni plus ni moins que la complexe métaphore de ce qui semble être la réalité. Nos vies sont un mélange de fiction et de réalité, et nous nous perdons souvent à essayer de trouver le sens de la vie en vain. Mais dès que Quine arrête de chercher Stillman, il disparaît. Alors, même si la recherche de la vérité est vaine, elle est inhérente à notre humanité, car nous avons besoin de savoir sur quoi nous fonder pour avancer. Ainsi, auteurs ou lecteurs, nous sommes des éternels détectives. Et c'est pour cela que nous consommons sans cesse des ouvrages fictionnels. Nous y cherchons notre reflet, nos alter-ego qui nous aideront à mieux nous connaître et nous comprendre. Et comme Quine, ils disparaissent avec leurs histoires. Et nous nous approchons à chaque fois de la vérité, sans jamais l'atteindre, car par essence, elle est illusoire et personnelle. Je vous remercie. Merci d'avoir mis en valeur l'œuvre d'un auteur que je ne suis pas loin de considérer comme le plus grand auteur actuellement vivant de langue anglaise. On attend qu'une récompense suprême vienne récompenser son œuvre. C'est peut-être un peu plus urgent que telle ou telle autre œuvre française, par exemple. Et donc, il y a certainement des questions sur cet exposé que vous venez de nous présenter. Laure. Bien, bonjour à tout le monde. Julie, merci beaucoup pour votre exposé, fort intéressant. C'est un sujet qui, moi, me passionne, la recherche de la vérité. Vous nous avez emmenés vers certains sommets, avec cette conception relativement sur l'abstraction que constitue la recherche de la vérité, sur cet absolu indépassable, cette inatteignable étoile, comme aurait dit Jacques Brel dans une de ses chansons. Mais en ce jour de début de carême, je voudrais avoir votre opinion sur ce qui suit. Serait-il possible de ramener cette recherche de la vérité à une question beaucoup plus personnelle et à notre éthique personnelle, à savoir être vrai vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre prochain, c'est-à-dire reconnaître ce qu'on est et ce qu'on n'est pas, démêler le vrai du faux, comme vous avez dit, ce qu'on est capable, reconnaître ce qu'on est capable de faire ou pas, tout cela sans faux fuyant ni restriction mentale, autrement dit, ni évitement quelconque, évitement comme on peut le faire en traduction. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Alors c'est une question très intéressante, je vous remercie. Je pense que dans l'œuvre de Paul Auster, il y a justement souvent cette question de l'identité et cette question majeure de qui on est. Et avec ce jeu des identités que l'on peut retrouver dans Cité de Vers, je pense qu'on peut retrouver oui, cette question que la recherche de la vérité, c'est aussi être vrai envers soi-même et se connaître. Mais c'est aussi une très grande question à laquelle nous n'avons pas vraiment de réponse. Est-ce qu'un jour, nous pouvons prétendre nous connaître et savoir qui nous sommes ? Et je pense que c'est la raison pour laquelle c'est un thème qui est récurrent dans toutes les œuvres de Paul Auster. C'est parce que c'est une question qui reste en suspens et c'est une question qu'il explore au fur et à mesure de ses œuvres. Mais en effet, je pense que la recherche de la vérité a aussi un lien avec la vérité personnelle et qui nous sommes. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Je vais vous féliciter également pour cet exposé. Je vous trouve incroyablement agréable à entendre. Vous êtes souriante, vous êtes pétillante, vous avez une sorte de joie de communiquer votre propos. Donc c'est très bien. Et je ne sais pas ce que vous ferez plus tard, si vous allez être prof de fac ou prof
en lycée ou bien en collège. Ou en classe prépa. Ou en classe prépa. Mais en tout cas, vous allez passionner vos auditoires et c'est une très belle chose. Comme je fais toujours des remarques de pion, je vais vous faire une remarque de pion. Vous avez dit il n'a pas d'autre choix. Et donc un choix, c'est une alternative. Donc d'autres choix, ça veut dire qu'il y a 4 possibilités. Voilà. Donc il n'a pas d'autres possibilités. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, le terme de choix, enfin le mot choix est utilisé comme option ou possibilité, mais non, c'est une alternative. Donc essayez d'ajuster votre choix de vocabulaire, par ailleurs excellent. Voilà. Vous avez achevé votre propos par cette phrase qui est éminemment existentielle, qui était « Nous nous perdons à rechercher le sens de la vie ». Moi, je pense le contraire. Je pense que nous nous trouvons. Je vous laisse me répondre à cette objection de type existentiel. Hein. Mais il est possible que nous n'ayons pas le même tempérament. Et que vous soyez dépressive naturellement alors que... non, pardon. Je pense que c'est une question d'équilibre, en fait. La recherche, elle est nécessaire. C'est un moteur dans la vie. Donc, je pense qu'il est nécessaire de chercher le sens parce que si on ne cherche pas le sens de la vie, je pense qu'on en serait malheureux. C'est quelque chose qui nous pousse à avancer. Mais en même temps, à trop vouloir chercher quelque chose qu'on ne peut atteindre, on se démotive et donc on se perd aussi en devenant malheureux. Je pense que, et c'est ça qui fait toute la complexité de notre existence, c'est trouver un équilibre entre les deux, en fait, entre chercher le sens de la vie et en même temps pas trop se poser de questions, puisqu'à trop se poser de questions, bien, on peut se faire souffrir. Merci. Est-ce que je peux revenir à la littérature après ce flot de morale? City of Glass. Vous avez très joliment fait remarquer que glass ne se traduit pas réellement par verre. Mais si on prend glass au sens de mirror, est-ce que c'est the city in a mirror ou mirror city? Autrement dit, est-ce que vous ne croyez pas qu'on pourrait faire un tout petit peu plus de place à la ville dans l'œuvre dont vous avez parlé? Car, d'une certaine façon, vous vous rappelez le nom de l'un des personnages, il se rapproche fortement d'un des quartiers de New York, hein, Queens. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas, dans cet arpentage de la ville, quelque chose de profondément fascinant, littéraire, traditionnel, comme d'ailleurs le fait de trouver un manuscrit, un manuscrit trouvé à Saragosse, ça n'a rien de particulièrement moderne. C'est ça qui est beau chez Auster. Il n'a rien de spécialement révolutionnaire dans son, me semble-t-il. Le carnet trouvé, enfin bon, on a vu ça ailleurs. Il ne cherche pas l'originalité dans ces procédés-là. Dans les superpositions, oui, vertigineuses de point de vue, et qui se substituent les uns aux autres comme des paravents japonais, peut-être, pas sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas une tradition de l'arpentage, du parcours physique dans la ville, d'éprouver le macadam, le bitume new-yorkais, il y a des magnifiques descriptions là, dans ces reflets, etc. Est-ce que ça n'est pas quelque chose d'aussi important d'une certaine façon? Autrement dit, est-ce que la quête de la vérité chez Auster ne va pas jusqu'à se substituer éventuellement à la vérité elle-même? Est-ce que la chasse ne vaut pas mieux que la prise, littérairement? Alors, donc pour revenir sur le premier point de l'importance de la ville dans l'œuvre de Paul Auster, alors j'ai personnellement également lu Moon Palace et ça fait écho à ce moment où le personnage principal, Marco, déambule dans la ville et en fait dit qu'il apprécie beaucoup être dans la ville parce qu'il peut se perdre parmi la foule de gens et ainsi pas cesser d'exister, mais son identité le préoccupe moins. Et on retrouve également cette idée dans Cité de Verre, où en poursuivant Steinman, Queen
apprécie beaucoup cette activité puisque ça lui permet de ne pas avoir à réfléchir sur qui il est. Donc effectivement, je pense que la ville occupe une place très importante dans les œuvres de Paul Auster. Et pour répondre à votre deuxième question sur est-ce que la quête n'est-elle pas plus importante que ce que l'on trouve, effectivement, je pense aussi que c'est ce que... Alors je n'ai pas la prétention d'être Paul Auster, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on ressent dans ses œuvres, que quelque part... ce sont des personnages qui sont en quête, mais ils ne trouvent finalement jamais rien. Et ça démontre bien que le plus important, c'est le cheminement et la quête, et pas forcément ce que l'on atteint, puisqu'on n'atteint pas forcément toujours ce que l'on cherche. Voilà. Merci. Vous n'êtes pas Paul Auster, mais je crois que vous êtes digne d'en parler.